Donc, on va parler de marketing d'influence. Et je dis souvent que c'est une conséquence du digital. Et en fait, ce n'est pas véritablement une conséquence parce qu'on va venir à la base. Je pense que le digital a plutôt accéléré la tendance de quelque chose qui est vieux comme le temps. Et pourquoi? Parce que l'influence renvoie à la fameuse influence dite du bouche à oreille. Et c'est, entre guillemets, le premier média du monde historique. Et avant même le digital, le premier média d'influence, c'était, entre guillemets, et c'est toujours le peer-to-peer, la capacité des gens, qu'ont les gens à communiquer entre eux, en particulier dans leur capacité à échanger sur tout et rien, mais en particulier si on le remet dans la sphère produit, en particulier autour de produits et donc qui vont directement intéresser les marketeurs. Alors, donc je dis souvent qu'en fait les gens pensent que c'est une conséquence. Non, c'est pas une conséquence. Je pense que le digital a tout simplement boosté l'importance du bouche à oreille et développé en fait ou remis au goût du jour en fait quelque chose qui est vieux comme le temps, qui est le marketing du bouche à oreille ou le bouche à oreille ou qu'on va appeler le marketing dit d'influence. Alors, je vous donne une définition ici, c'est pas la mienne, mais vous avez certainement tous eu affaire en fait à un site qui est tenu par un ami à moi, qui s'appelle Définition Marketing. Je suis sûr que vous l'avez tous utilisé, soit pour aller chercher du contenu, soit pour pomper des trucs, pour faire des présentations. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Donc du coup, en fait, il s'appelle Bertrand Batelot, celui qui tient le site. Le plus souvent, le tout renvoie en fait au potentiel de recommandation des influenceurs et va renvoyer au concept de l'individu ou de l'influenceur digital. Je vais donner un peu plus de perspective là-dessus sur l'importance non pas du digital par rapport à l'importance de ce qu'on appelle des leaders d'opinion, en donnant une perspective un peu plus historique sur le fait qu'avant même le digital, le bouche-oreille fonctionnait. Et fonctionnait pourquoi? Parce que la communication au sens large, et en particulier la communication dans les médias, ne fonctionne pas de la façon dont tout le monde pense, où tout le monde serait touché individuellement par le message, mais par la capacité d'un message d'être plus ou moins impactant ou performant, s'il est repris et communiqué aux autres par les fameux leaders d'opinion. Et je reviendrai sur ce qu'on entend par leader d'opinion dans un instant, en essayant d'opposer le leader d'opinion qui va m'intéresser dans l'influence marketing à la star et ou à la célébrité, qui est, je pense, une autre forme de marketing, qui est une forme de marketing d'influence ou de starification. Euh, et donc, du coup, en fait, c'est assez intéressant parce que la définition que donne Définition Marketing, elle date je pense, il y a 3 ou 4 ans. Et il dit très justement à l'époque que ce marché de l'influence marketing n'était pas un marché qui était difficile, qui était facilement quantifiable. En fait, j'ai trouvé, pas plus tard qu'hier, un article vraiment très intéressant que je vais très largement partager avec vous, parce qu'il donne beaucoup d'informations sur le marché, ce qui est important ou pas, et la démarche à mettre en œuvre lorsqu'on va mettre en place une stratégie d'influence. Alors, pour info, et c'est énorme, c'est pour ça qu'en fait, ça devient véritablement un moyen dans la panoplie du marketeur. On estime le marché de l'influence, le marketing d'influence, à peu près à 10 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et quand ça, c'est des chiffres de 2020, donc énorme. Et on va revenir un peu dans le pourquoi du comment dans un instant. Et ces 10 milliards de dollars représenteraient à peu près 10%, 10%, 5 à 10% du total du marché du digital. Donc ça devient absolument pas, on va dire, inintéressant. Et au contraire, ça devient de plus en plus intéressant. On va le voir en particulier. Pourquoi? Parce que le tout va s'expliquer par un certain nombre de phénomènes qui sont assez compréhensibles et qui sont liés justement peut-être à la cible que vous représentez vous-même, faisant partie de la génération Z en particulier. Je vais revenir à ça dans un instant. On va parler d'influence. Et donc, certains le voient en fait comme une façon de passer du B2C au C2B2C. C'est-à-dire que le marketing, dans une logique qui est moins top-down, c'est-à-dire verticale qu'horizontale, le propos, c'est de se dire que logiquement, Internet, on l'a vu au tout début dans notre présentation, a eu pour grand mérite de fluidifier les marchés. Et quand on fluidifie un marché au sens économique du terme, l'ensemble des agents ont un libre accès à l'information. Et s'il y a bien une chose que
Internet a fondamentalement révolutionné, c'est le P du produit dans le mix, puisque le tout renvoie à une plus grande capacité de l'individu à trouver la bonne information qui va le renseigner et pour préparer son acte d'achat très en amont. Et c'est pour ça qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard quand on va parler de parcours d'achat. On a commencé à en parler, mais je vais y revenir de façon plus spécifique, si ce n'est pas aujourd'hui, la prochaine fois. Et effectivement, quand un parcours d'achat, en fait, était et se faisait beaucoup dans le magasin ou dans le showroom avant Internet, la réalité du parcours d'achat aujourd'hui se met en place très, très en amont et en particulier, je crois qu'on l'a déjà cité, dans un parcours d'achat auprès de catégories de produits qui sont très impliquantes, où on va essayer de minimiser, on en parlait la semaine dernière, le risque de se tromper en allant chercher de l'information la plus judicieuse possible. D'où l'importance renouvelée du rôle du leader d'opinion qui va être là pour conseiller, orienter et recommander des choses plutôt que d'autres à des individus qui le suivent. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un marketing C2B2C où justement, l'individu média va avoir un rôle médian dans sa capacité à influencer les gens qui le suivent, comme la marque cherche à influencer les gens auxquels elle envoie des messages dans les médias de façon à les pousser à acheter ou réacheter la marque. Okay. Alors, un livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, en fait, qui m'a fait personnellement prendre conscience de l'importance que pouvait avoir lorsque Internet est arrivé, on va dire, au milieu des années 90, 95, 96. C'est un ouvrage qui est librement accessible sur le net, qui s'appelle The Clue Train Manifesto. Et en fait, je vous le recommande, vous pouvez aller chercher, taper. Vous pouvez le télécharger. Et surtout, au-delà de ça, en fait, c'est un ouvrage qui est sorti au tout début, à la fin des années 90, et qui remet en perspective le fait que Internet allait révolutionner les marchés au sens économique et marketing du terme, en rappelant quelque chose d'essentiel, c'est qu'un marché, pour qu'il y ait un échange dans un marché, et si un marché est un marché équilibré, pour qu'un marché s'équilibre, il faut que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Mais il est totalement équilibré et les marchés marchent et sont fluides que dans la mesure où l'échange peut se mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui ont écrit cet ouvrage, il y a à la fois des philosophes, des mathématiciens, ils ont essayé de comprendre comment la fluidification des échanges qu'Internet autorisait. Aujourd'hui, on est dans une fluidification des échanges qui va permettre à tout individu de communiquer non seulement avec des marques, mais avec ses pairs. Au tout début d'Internet, ça ne fonctionnait pas comme ça. Les réseaux sociaux n'existaient pas. On avait simplement, encore une fois, la capacité à communiquer en one-to-many, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un site. Ce site diffusait de l'information à beaucoup d'utilisateurs et ces utilisateurs, les individus consommateurs, n'avaient pas encore les moyens de communiquer entre eux. Ce qui a commencé à mettre en place une fluidification de l'échange dans la conversation, ce sont notamment les forums au début, qui sont toujours actifs dans certaines catégories de produits. Deuxième chose, les blogs. Et puis, bien évidemment, troisième chose aujourd'hui, depuis la naissance de Facebook en 2004, les réseaux sociaux au sens large qui vont rapprocher les gens entre eux et qui vont donner la pleine perspective à ce que disent ces auteurs, donc de Clue Train Manifesto, que les marchés sont fluides et équilibrés à partir du moment où les marchés sont des conversations. Et le sens de ce propos est vraiment fondamental, puisqu'ils disent que les marchés sont faits avant tout d'êtres humains, et le tout visé à dépasser les variables en fait, de segmentation classique que sont les variables de démographie, par exemple, ou démographiques, ou encore psychographiques, et qu'ils disent simplement dans leur ouvrage que la réalité en fait, d'Internet allait redonner du sens à des marchés de plus en plus humains. Donc c'est pour ça qu'en fait, très naturellement, avec la montée en puissance de la capacité des individus à devenir émetteurs, je fais écho au forum, au blog et aux réseaux sociaux, l'influence va devenir de plus en plus importante, ou en tout cas dans la capacité du bouche à oreille à influencer les autres. Alors, un point important, avant de replonger dans l'influence digitale, c'est que la façon dont les médias fonctionnent n'a jamais suivi en fait ce qu'on appelle un one-step flow model en anglais, mais plutôt un modèle en deux étapes. Et en fait, ces recherches sont assez
date d'un certain nombre d'années déjà, puisqu'en fait, vous avez des auteurs comme Lazarsfeld qui, dès le milieu des années 40, avaient commencé à écrire sur la façon dont fonctionnent les médias. Et pour mettre en avant quelque chose qu'il considérait comme fondamental à ce moment-là, qui est le rôle de leader d'opinion. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire là-dedans? Dire simplement que le modèle en une étape, qui va considérer que quand on va communiquer en télévision, par exemple, que la capacité du média à influencer les cibles dépend simplement de la capacité du média à toucher individuellement chacune des personnes qui sont dans la cible, la réalité du fonctionnement n'est pas celle-là. En fait, tous les médias, y compris les médias de masse, ont un fonctionnement en deux étapes. Et une communication qui va être plus efficace qu'une autre va être capable en particulier d'impliquer les leaders d'opinion, c'est-à-dire dont on va revenir sur l'importance et le contenu dans un instant, dans leur capacité à relayer en fait le message d'origine que pousse par exemple la marque ou un homme politique dans un discours lorsqu'il va passer à la télévision. Et c'est exactement ça qui se met en place, encore une fois, dans le média dit d'influence. Alors, ce qui existe et ce qui est vrai dans le fonctionnement des médias ou des masses médias d'origine comme la TV, la presse ou la radio, par exemple, qui suivent un modèle en deux étapes, fonctionne effectivement encore mieux dans le cadre d'une communication qui est plus interpersonnelle, quand je dis plus interpersonnelle, au travers de ce qui peut se passer dans les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça, c'est que la notion bouche-à-oreille a toujours existé, et la capacité en particulier de certains individus que Lazarsfeld nomme les leaders d'opinion a toujours existé, en particulier pour maximiser l'impact des prises de parole dans les masses médias comme la télévision, dans la publicité ou au travers des discours des hommes politiques. Donc, ce n'est pas une découverte en tant que soi. Et d'ailleurs, si je le resitue dans quelque chose sur lequel on a déjà conversé assez longuement et qui renvoie à la notion de cycle de vie du produit, en fait, le cycle de vie du produit est censé suivre une courbe en S qui va passer de la phase de lancement à la phase de développement, à la phase de maturité, à la phase de déclin. Alors en fait, ces fameux leaders d'opinion, ils vont être importants dans la phase, on va dire, de développement, où en fait on dit en maths que lorsque la fonction qui est ici, qui est une fonction mathématique, change de sens, ici vous avez le point d'inflexion sur lequel je mets mon curseur, bah justement, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Rogers, sur la cour de diffusion de l'innovation, et il parle du rôle important et crucial de ces fameux leaders d'opinion dans leur capacité à accélérer l'adoption d'un produit après que les innovateurs, qui ne sont pas des gens qui innovent au sens premier du terme, mais sont des gens qui vont acheter la nouveauté, qui sont insensibles au prix et qui vont typiquement se précipiter sur les nouveautés technologiques, par exemple. Et ce qui va vraiment faire décoller les ventes d'un produit, c'est la capacité d'autres individus qu'on appelle les leaders d'opinion et qui sont effectivement les influenceurs dont on va parler en partie dans un instant, non pas dans leur capacité à acheter forcément tout de suite la nouveauté, mais surtout dans leur capacité à faire adopter le produit en parlant dans leur cercle familial ou dans leur entourage. Et pour ce faire, le fameux bouche à oreille, effectivement, même s'il existe massivement aujourd'hui, parce que vous allez suivre potentiellement les recommandations d'inconnus, mais auxquels vous allez porter une attention parce qu'ils ont une certaine crédibilité, pour peut-être aller voir une pièce de théâtre, aller voir un film ou acheter un livre ou une automobile, pourquoi pas, bah, typiquement, ce type d'influence pouvait se mettre en place déjà très tôt dans un cercle d'initiés, dans les familles, dans les amis. Et on va revenir justement sur le profil de ces leaders d'opinion, et c'est là-dessus que je vais vous faire travailler un peu plus tard, sur justement quelles sont les caractéristiques communes de ces leaders d'opinion dont on va parler dans un instant. Okay. Alors, je vais revenir à quelque chose que j'ai déjà abordé, mais qui va nous renvoyer à quelque chose de fondamental. Et je vais passer un peu plus de temps ici sur la notion d'influence et de valeur du consommateur, sachant qu'en fait, je différencie dans une pratique marketing les profils et les valeurs d'individus en fonction du fait qu'ils aient une valeur économique forte. Le tout renvoie à la notion de Customer Lifetime Value. J'imagine que vous avez commencé à en parler avec ma collègue Virginie Pez quand on a parlé de
relation client. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard, pas aujourd'hui. On va parler aussi de valeur du client lorsque, dans mon process précédemment ici, on en avait parlé, les lead users ne sont pas des individus qui interviennent dans la diffusion de l'innovation, mais plutôt dans la gestation des nouveaux produits, c'est-à-dire dans la capacité qu'ont certains individus, certains consommateurs, à participer très en amont à la génération d'idées de nouveaux produits et qui ne vont pas développer les ventes au sens premier du terme et qui vont co-créer de l'innovation avec certaines marques. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement. Si le tout vous intéresse, je peux vous donner des exemples sur les lead users. Et donc, le tout renvoie à la notion de savoir du consommateur. Et tout le monde n'a pas un savoir, mais certains individus qu'on va appeler les lead users vont avoir un savoir particulier en matière d'innovation et d'idées de nouveaux produits. Et c'est dont je veux parler maintenant, c'est justement l'affluence et la valeur de certains individus dans leur capacité à influencer les autres, qu'on va appeler très largement, comme je l'ai défini précédemment, l'influence marketing. Alors, pour ce faire, je reviens à des choses que nous avons déjà évoquées, mais simplement à titre de rappel, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans la consommation qui sont expliquées par le principe de Pareto, la loi dite du 20-80. Ici, ce que j'ai déjà évoqué en classe, c'est deux exemples. Quand on va s'intéresser à la typologie des clients, on dit souvent que la loi du 20-80 montre que 20% des clients font 80% des ventes. Et le tout devrait pousser justement à porter plus d'attention aux clients qui maximisent les ventes et potentiellement la profitabilité, pour deux raisons. À la fois parce qu'être trop dépendant de certains clients va mettre un business en danger, mais aussi d'un point de vue efficience des actions marketing. Si on a des gens qui sont très fidèles et qui nous permettent de gagner de l'argent, autant mieux les soigner parce que par ailleurs, peut-être que ça coûte beaucoup moins cher de retenir des clients et de fidéliser des clients plutôt que d'en acquérir des nouveaux. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. La deuxième exemple du 20-80, c'est 20% d'un portefeuille de produits va faire un maximum de ventes. On l'a largement expliqué dans le cadre de l'assortiment de produits dans le cadre de magasins physiques. Vous avez tout intérêt à avoir en disponibilité en magasin des choses qui vont vendre, de façon à maximiser l'utilité de vos produits lorsque vous avez un magasin physique. Et dans le cas d'Amazon, quand on devient incontournable dans notre capacité à devenir l'endroit où on va pour tout acheter, les premières choses qu'on va effectivement mettre en avant et qui vont être disponibles en stock directement dans les usines, dans les usines Amazon, ce sont encore une fois les produits qui vont avoir la plus grande rotation. Alors, ce qui va m'intéresser, si je le ressens sur la valeur du client en termes d'influence, c'est typiquement ici, et on va revenir à ça de façon plus particulière, et c'est là que je vais vous redonner la parole dans un instant. Ce qui va m'intéresser, en fait, on va essayer de distinguer au sein même de l'influence, on va prendre les individus ou les clients d'une marque ou d'une catégorie de produits. En fait, en reprenant le principe de Pareto, les 20-80, et en essayant d'essayer de mettre à jour quels sont au total les individus qui sont les plus influents dans une catégorie de produits. Ceux qui vont véritablement m'intéresser, ce sont justement les individus qui ne sont pas forcément des célébrités. On va revenir dans un instant. Et je vais vous donner pourquoi c'est important, je pense, de le différencier parce qu'on a différents types de marketing d'influence qui vont s'intéresser et faire travailler différents types d'influenceurs. Mais les célébrités font partie justement des gens que beaucoup de marques utilisent pour endosser et pour maximiser l'impact de leur campagne et, on va dire, le fait d'essayer des produits. Mais ça, en l'occurrence, ce n'est pas forcément nouveau. Avant même l'émergence des réseaux sociaux, le fait d'utiliser une célébrité pour mettre en avant et faire la promotion de ces produits n'a jamais été quelque chose de nouveau, puisque des marques, au travers et c'est toujours le cas aujourd'hui, en particulier dans la beauté, je pense à L'Oréal par exemple, utilise énormément de célébrités pour endosser le produit. Et pour exemple, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Cristiano Ronaldo qu'on a plus de 200 millions de followers sur Insta que l'influence que va avoir Ronaldo sur la capacité à recommander un produit de beauté donné soit véritablement aussi utile et crédible que l'influence que peut avoir
un micro-influenceur qui n'est pas comme Ronaldo, qui ne va pas chercher sa célébrité parce que Ronaldo était connu déjà avant même d'être sur Instagram, de par justement sa réputation en matière de football et d'être une icône, donc une référence. Donc on est véritablement dans le cas de Ronaldo, le nombre important de followers de Ronaldo n'est pas lié à sa capacité intrinsèque à recommander des choses, mais à ses célébrités grâce à quelque chose d'autre, en l'occurrence le foot. Mais si je vais prendre un leader d'influence beauté, qui est peut-être moins connu de Ronaldo et qui, par conséquence, ne va pas avoir autant de followers, mais la connaissance et la notoriété de cet influenceur beauté aura peut-être plus de valeur. Pourquoi? Parce que si il y a des gens qui le suivent, bah peut-être que c'est lié aussi à sa capacité à proposer des avis et une crédibilité qui est liée à une expertise très forte sur la beauté en particulier. Et c'est pour ça qu'en fait, le choix des types d'influenceurs qu'on va impacter, qu'on va choisir, qu'on va mettre en place une stratégie d'influence n'est pas forcément aussi trivial qu'on pourrait l'imaginer. Et le seul nombre de followers ne devrait pas être la seule raison pour laquelle vous devriez vous engager en tant que marque sur une stratégie d'influence. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est justement la réalité de ça, c'est que pourquoi on est revenu à l'importance du bouche à oreille, en particulier dans les réseaux sociaux, tout simplement parce que les réseaux sociaux ont aussi mis en œuvre, je crois qu'on en a parlé très, très en amont du cours, et je pense qu'on a dû largement vous en parler sur votre cours sur les médias. La réalité de la consommation média au sens large du terme a très largement évolué au cours des 20 dernières années. Et en particulier, lorsqu'on s'intéresse à certaines cibles dont vous faites partie, je parle de la génération Z par exemple, dont vous êtes en plein dedans, la réalité de votre réalité, c'est que vous ne regardez pas forcément la télévision comme tout le monde, peut-être pas en direct comme beaucoup de gens comme moi peuvent le faire ou des gens plus âgés. Vous n'allez pas consommer la radio de la même façon. Vous allez certes consommer du contenu téléphonique, mais peut-être de façon différente. Je pense à Spotify, par exemple. Vous n'allez pas forcément lire de magazines et vous allez consommer du contenu de façon différente. Et donc, du coup, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la réalité de tout ça font que ce qui a véritablement, et même si on considère qu'aujourd'hui, on peut penser qu'aujourd'hui, le premier réseau social en taille, en tout cas, est Facebook, fait que, on le verra un peu plus tard, que Facebook a très largement perdu de son, on va dire, de la ferveur qu'il peut avoir auprès de certains annonceurs. Pourquoi? Parce que je dis souvent en fait que le Facebook aujourd'hui devient le réseau social des vieux, c'est-à-dire des gens de ma génération, voire peut-être un peu plus jeunes, voire plus vieux, et que leur réalité en fait de la capacité des marques à aller toucher les gens qui ne consomment plus des médias traditionnels va être liée à la capacité des marques à aller se rapprocher de réseaux sociaux comme TikTok, comme Insta en particulier, ou Twitch par exemple, qui vont avoir pour opportunité d'aller chercher des audiences à un âge beaucoup plus jeune en particulier. Pour autant, je n'ai pas parlé de Twitter, on en parlera tout à l'heure. Je pense que vous avez un usage très particulier de Twitter et on reviendra là-dessus tout à l'heure parce que le choix même de la plateforme va véritablement dépendre aussi de ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez appréhender chacun des types de réseaux sociaux, dans la façon dont vous allez communiquer avec vos différents publics. On y reviendra toujours un peu plus tard dans le détail. Avant ça, je vais vous faire travailler dans un instant. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cas de Cristiano Ronaldo et l'émergence effectivement de personnes qui sont capables de mobiliser énormément de gens et donc potentiellement sont une véritable alternative aux push médias traditionnels. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le marketing d'influence devient véritablement une industrie forte avec la création d'agences. J'ai commencé moi personnellement à travailler dans l'influence marketing au tout début des années 2000. En l'occurrence, à cette époque-là, je travaillais en fait pour une entité au sein de Procter & Gamble aux États-Unis qui s'appelait Tremor. Tremor en anglais, ça veut dire tremblement. Et donc, le propos, bien évidemment, il n'y avait pas encore Facebook, mais
Procter voulait investir très tôt parce que la notion de bouche-à-oreille d'influence était omniprésente déjà. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le bouche-à-oreille et l'influence de certains individus a toujours existé. Et ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient commencé à mettre en œuvre, c'est qu'ils avaient recruté en fait au départ un panel d'adolescents qu'ils impliquaient très tôt dans le lancement de nouvelles campagnes de nouvelles campagnes pour les faire participer au développement et au lancement des campagnes, mais non pas au travers de réseaux sociaux, mais au travers tout simplement de leur capacité à remettre à disposition par mail ou via des sites particuliers du contenu que ces individus pouvaient faire passer en amont du processus de lancement d'une campagne pour accélérer les ventes. Et en fait, ça marchait très bien au point où Procter non seulement utilisait en fait ce service qui était un service intégré au sein de Procter & Gamble pour ses propres marques, mais également travaillait pour d'autres marques dans l'industrie du food, mais également pour le cinéma, par exemple, à la fois dans la création des campagnes très en amont, mais également dans l'accélération de ces campagnes, ce qui est devenu, entre guillemets, quelque chose de presque classique et mainstream maintenant dans cette industrie que devient l'influence marketing, qui représente à peu près 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Les chiffres que je vous donne, ils sont très récents. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en avant, mais toutes les informations que je vais partager là sont… Je vais vous donner un article, il est là-haut. C'est un article qui vient de sortir, qui est très largement lisible. Je vous donne les références. Je vous les donnerai par ailleurs dans le lien que je mettrai en avant. Je le mettrai en avant, l'article. C'est un collègue de l'ESCP qui vient d'écrire ça avec d'autres professionnels du secteur de l'influence. Je vous enverrai l'article si vous le souhaitez aussi, et qui vient de paraître dans une revue qui est une revue d'ordre managérial qui s'appelle California Management Review. Vraiment très intéressante, un article de 20 pages que je vais très largement partager et résumer ici avec vous. Voilà. Alors, ma question maintenant, et c'est là que je vais commencer à vous faire travailler. On va revenir. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne justement sur non pas les célébrités dont on parlait tout à l'heure, les Cristiano Ronaldo de ce monde, mais les micro-influenceurs qui sont là et qui ont potentiellement un pouvoir de séduction et de recommandation plus genuine, comme on dit en anglais, plus authentique que les Ronaldo de ce monde, en particulier s'ils sont capables de recommander des choses dans une catégorie sur lesquelles ils ont, on va dire, une crédibilité forte. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est la chose suivante. Je vais vous diviser en groupes et j'aimerais que vous essayiez de réfléchir en groupe et que vous essayiez, dans un premier temps, d'essayer de me définir ces fameux micro-influenceurs qui sont des individus comme vous et moi, qui n'ont pas acquis leur célébrité parce qu'ils étaient une star déjà, mais qui ont une certaine célébrité auprès de leurs followers. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des influenceurs? Et donc, ce qui m'importe ici, c'est si je me mets à la place de Marc, qui devrait se poser des questions par rapport à l'opportunité de mettre en place un marketing dit d'influence par exemple sur les réseaux sociaux, un bon influenceur qui est dit micro-influenceur pour faire écho à la typologie que j'ai mis en avant précédemment. Première question, c'est quoi leurs caractéristiques? Par caractéristiques, je n'entends pas bien évidemment leur sexe, leur âge, mais plutôt qu'est-ce qui va les qualifier au regard du fait qu'ils sont influenceurs dans une catégorie de produits donnés. Donc, il y a des caractéristiques qui sont communes. Vous pouvez prendre des exemples, peut-être de gens que vous suivez, et posez-vous la question, au travers des différentes personnes que vous suivez ou de gens auxquels vous faites confiance pour des recommandations, qu'est-ce qui fait que vous allez suivre leurs recommandations? Première question. Deuxième question ensuite, c'est une fois qu'on a ces caractéristiques qui a priori vont être universelles, quelle que soit la catégorie. Deuxième question, c'est, alors je vous ai donné une partie de la réponse parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais malgré tout, en fait, ça m'intéresse en distinguant le B2B, donc le business to business en marketing, et le B2C, où est-ce qu'on va trouver ces influenceurs? Quand je dis le où est-ce, c'est quels sont les plateformes, les endroits où on va trouver ces individus-là. Et je vous demande, s'il vous plaît, de dépasser la simple sphère digitale pour essayer de revenir en particulier peut-être dans le B2B ou même dans le B2C à des choses qui
qui ont de l'importance, qui ont de l'influence, qui ne sont pas forcément digitales, mais qui va d'ailleurs, encore une fois, raisonner sur ce que je vous disais tout à l'heure, qui est lié au fait que l'influence et le bouche à oreille n'est pas nouveau. Et puis la troisième question sur laquelle je souhaiterais que vous réfléchissiez, c'est, et ce n'est pas lié ni au B2B au B2C, cette question-là, c'est si justement je suis une marque, et si ces individus-là, ils ont le profil auquel vous aurez, et les caractéristiques sur lesquelles vous aurez réfléchi, ben, si je mets en place, on va dire, un programme d'influence, quelles seraient les bonnes idées ou les bonnes raisons que ces influenceurs activent et soient motivés dans leur capacité à rentrer dans un programme d'influence ou mettre en œuvre une recommandation forte auprès de leur communauté. Voilà les questions auxquelles je souhaite que vous répondiez en petits groupes. Qui veut? Je veux bien, moi. Allez-y, allez-y. Alors, attendez, partager l'écran. Vous me dites quand c'est good de votre côté. Allô? Non, Ouais. ça marche pas. Pour l'instant, c'est Ça pas marche pas? Attendez. Et là? Non, pas. Toujours pas? Non. Toujours pas. Ok, attendez, je vais